Régulièrement, des beatmakers viennent me trouver et me racontent des histoires qui sont toujours un peu les mêmes. Patrice, j'ai vendu un son à des gens, genre 50 ou 60 balles, et en fait, je me rends compte qu'ils ont plein de vues avec, et puis en plus, ils sont rentrés sur une grosse playlist sur une plateforme, et du coup, moi, je sais pas si j'ai droit à quelque chose, comment ça se passe, parce que j'ai essayé de leur écrire, mais ils m'ont pas répondu. Ok, mais t'avais un contrat avec ces gens-là? Ah ben non, pas vraiment, ça s'est fait comme ça. D'accord. Est-ce qu'au moins ton morceau, tu l'as déposé à la SACEM? Ben non, parce que je crois que en fait, on n'a pas le droit de mettre les titres sur les plateformes si on les a déposés, non? Je sais pas. Et là, je rentre le plus souvent dans une espèce de mode style TikTok. Je suis à Marseille depuis un mois, ça fait oh bonne mère. Ou alors l'autre version, c'est Batman. Et celle-là, tu la veux? Alors, cette vidéo, c'est pas tellement pour vous parler des beatmakers, mais c'est surtout pour parler aux beatmakers. En 5 minutes, essayez de vous expliquer comment le droit de la propriété intellectuelle analyse l'activité de beatmaking. On y va. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un beatmaker, en fait, du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, c'est 3 personnes. Même si vous êtes tout seul à faire le truc. Mais il faut s'imaginer que lorsque vous faites du beatmaking, vous agissez comme 3 personnes différentes qu'on va voir une par une. Votre première fonction en tant que beatmaker, c'est une fonction de compositeur. Vous imaginez un morceau de musique. Vous êtes ce que juridiquement on appelle l'auteur de la composition musicale. Peu importe comment vous la faites. C'est pas ça qui nous intéresse. On cherche pas à l'écouter à ce stade-là, juste on s'intéresse à l'imaginer. En tant qu'auteur, vous avez des droits sur cette composition musicale. Elle est à vous, vous en êtes le propriétaire. Mais, ce qui est très important, c'est que ce ne sont pas ces droits-là que vous allez vendre. Lorsque vous vendez votre son, vous ne vous comportez pas en auteur. Ce ne sont pas ces droits-là que vous vendez. Et si vous voulez gagner de l'argent avec ces droits, le seul moyen, c'est de déposer cette composition musicale auprès d'un organisme de gestion collective. Si vous êtes en France, cet organisme, naturellement, c'est la SACEM. Après, il peut y avoir des cas particuliers dans lesquels c'est intéressant de le déposer auprès d'un organisme de gestion collective des droits à l'étranger. Mais ça, c'est dans des cas très spécifiques, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Donc, ces droits d'auteur que vous avez sur votre composition musicale, ils sont à vous et ils restent à vous. Mais il se peut tout de même que lorsque vous allez vendre votre son, la personne qui va l'acheter, elle va quand même s'immiscer dans le droit d'auteur, pour 2 raisons. D'abord, cette personne-là va écrire un texte sur votre musique. Ce texte-là, lui aussi, est protégé par le droit d'auteur. Donc, pour l'instant, tant que vous déposez votre composition musicale, ça n'est qu'une composition musicale, vous avez 100% des droits dessus. Arrive le texte. D'un seul coup, cette somme de droits d'auteur se divise en 2, 50% pour l'auteur des paroles, 50% pour vous, l'auteur de la musique. Mais là, il y a aussi 2 cas de figure. Soit les paroles sont rappées ou slamées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélodie. Auquel cas, la personne qui va acheter votre son, elle, ne va pas modifier votre composition musicale. Elle ne fait que dire un texte dessus. C'est un petit peu comme si elle utilisait votre composition musicale par extrait comme un sample. Peu importe. Elle n'intervient pas sur votre composition musicale. Donc on reste à 50-50, 50 pour le texte, 50 pour la musique. Mais, si cette personne-là crée une mélodie, à ce moment-là, elle va aussi avoir des droits sur la composition musicale. Parce que la mélodie est un élément essentiel d'une chanson. Lorsque vous chantez une chanson que vous aimez, je sais pas, moi, le matin sous la douche, ce que vous chantez, c'est la mélodie, c'est les paroles, c'est rarement la piste de kick ou le petit riff de synthé au fond à droite. Donc, c'est un élément essentiel, la mélodie. Il est donc légitime que la personne qui va composer la mélodie sur votre musique obtienne une portion de vos droits. Et cette portion-là, par défaut, elle est égale à la moitié. Et puis l'autre chose qui est très importante aussi, c'est le titre. Souvent, le titre est apporté par la personne qui écrit le texte. Mais il n'empêche que le titre est déposé au même titre que l'œuvre elle-même dans son ensemble. Donc, ce qui fait que tant que vous n'avez pas vendu votre son, 100% des droits sur la composition musicale sont à vous et ils vont le rester. Mais à un moment donné, les droits qui vont être générés par l'exploitation de l'œuvre, eux, il va falloir les partager avec la personne qui a écrit le texte, la personne qui a trouvé le titre du morceau et la personne qui a composé la mélodie.
Ça, c'est normal. Mais une fois encore, ces droits-là, ça n'est pas ça que vous vendez à cette personne-là avec qui vous allez travailler. Vous les gardez. Et ensuite, quand il va y avoir des streams, ou éventuellement quand il va y avoir des supports, on ne sait jamais, des CD, des vinyles qui vont être fabriqués, à ce moment-là, les gens qui vont fabriquer les supports ou les plateformes de streaming directement, elles vont verser une certaine somme à la SACEM qui, elle, va vous reverser votre part, de même qu'à l'auteur du texte, de même qu'à l'éditeur musical s'il y en a un. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces droits-là, vous ne les vendez pas, sauf accord particulier avec un éditeur musical. Là, c'est une autre histoire. Mais ce n'est pas ça que vous vendez sur Internet ou ailleurs. Deuxième fonction que vous remplissez. Une fois que le compositeur a fini son travail, c'est-à-dire que la composition musicale a été imaginée, il faut bien quelqu'un pour la jouer. Alors d'accord, là encore, c'est vous. Et les deux se font un petit peu en même temps, la composition et le jeu. Mais il n'empêche que, d'un point de vue juridique, ça c'est une fonction séparée. Cette deuxième fonction de la personne qui interprète l'œuvre, c'est celle de l'artiste. Normalement, l'artiste est un salarié qui est payé par la personne qui finance l'enregistrement. Mais là encore, c'est vous. On va y venir dans une minute. Donc, l'artiste, vous n'allez pas vous payer vous-même et vous salarier vous-même, ça n'aurait pas de sens. Donc, on va dire que l'artiste, en fait, dans cette histoire-là, il ne compte pas. Il est transparent, invisible. Il n'est pas là. Donc, on peut l'oublier tout de suite. Enfin, il y a une troisième personne, qui est le beatmaker, c'est celui qui a financé l'enregistrement. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais je le fais avec mon matériel. Mais qui a acheté le matériel? Qui a acheté les logiciels? Qui a acheté les surfaces de contrôle? Qui a acheté les instruments? Qui a payé le temps que vous avez passé à faire ça? Bah, c'est vous-même, donc vous êtes le propriétaire de l'enregistrement. C'est-à-dire ce qu'on appelle le phonogramme. Cette chose que vous allez mettre à disposition sur les plateformes que les autres vont pouvoir écouter et qui vont éventuellement pouvoir vous acheter. Et quand vous vendez un son sur une plateforme, vous agissez en tant que producteur. Vous n'agissez pas en tant qu'auteur. Celui-là, il a déposé sa composition musicale à la SACEM et il s'occupe plus de rien. Vous n'agissez pas en tant qu'artiste. L'artiste, il n'existe pas dans l'équation. Vous agissez en tant que producteur, le propriétaire du phonogramme, de l'enregistrement fini. Là, il faut faire attention à ce que vous vendez. D'autant plus que beaucoup de plateformes d'échange de sons sur Internet sont des sociétés américaines. Et les Américains, dans leur manière d'aborder la propriété intellectuelle, eux, vont assez facilement considérer qu'ils vous achètent votre master et qu'ils en deviennent, eux, totalement propriétaires, c'est-à-dire que ça n'est plus à vous. C'est comme si vous leur vendiez le disque dur sur lequel vous avez enregistré votre morceau. Alors c'est d'autant plus vrai si vous leur vendez des stems et pas seulement le mixage final stéréo, parce qu'ils vont s'imaginer que ils achètent la bande master et que à partir de là c'est à eux et qu'ils ne vous doivent plus rien. Et ceci est d'autant plus vrai s'ils achètent l'exclusivité, parce que sur certaines plateformes vous avez le choix entre vendre plus cher, évidemment, quand il y a une exclusivité, c'est toujours plus cher. Vendre à ces personnes-là en vous engageant vis-à-vis d'eux de ne plus jamais vendre à d'autres personnes le son que vous leur vendez, c'est ça l'exclusivité. Et à ce moment-là, ces personnes-là, surtout si c'est des Américains, peuvent vraiment imaginer que c'est totalement à eux et qu'ils ne vous doivent plus rien. Donc dans ce cas-là, il faut être très clair et préciser que vous aimeriez mieux considérez que la somme qu'ils vous versent est simplement une avance qu'ils vous font sur l'exploitation qui va venir de l'enregistrement que vous leur confiez, mais vous ne leur vendez pas l'enregistrement, vous leur vendez simplement une autorisation d'utiliser ce son-là, ce phonogramme-là. Mais il faut être très vigilant là-dessus. Alors que s'il n'y a pas d'exclusivité, là, ça veut dire que ces personnes-là considèrent que c'est toujours vous, en tant que producteur, qui êtes propriétaire, puisque vous avez la faculté de revendre cet enregistrement à d'autres personnes. Là, il y a moins de problèmes. Dans tous les cas, il faut bien négocier avec les uns ou les autres pour être bien clair et bien certain que ces personnes-là vont vous donner de l'argent, une commission, des redevances sur l'exploitation qu'ils vont faire de l'œuvre. Et idéalement, ça serait bien aussi qu'ils précisent ce qu'ils comptent faire avec. Est-ce que c'est de l'utilisation uniquement numérique sur les plateformes, uniquement du streaming, ou est-ce que la possibilité existe que cet enregistrement-là se retrouve sur des supports, c'est-à-dire des vinyles, des CD, etc. Ça, c'est toute information dans ce domaine-là est bonne à prendre. C'est à ça que sert le contrat. Plus les choses sont claires au départ,
et plus on travaille dans la joie et la bonne humeur. J'espère que tout cela vous aura aidé à mieux comprendre le business des beatmakers. Si c'est le cas, eh bien, je vous dis merci pour tout, encore bravo et à très bientôt.